C'est une initiative de Pietro, que vous connaissez tous, et de la Maison du Peuple d'Europe. Nous avons décidé ensemble d'essayer de faire en sorte de pouvoir avoir un moment dans ce lieu hautement symbolique pour discuter de ces enjeux importants que sont les traités commerciaux et les traités de libre-échange. Les doutes et les craintes que ça suscite chez chacun d'entre nous, mais comme Pietro l'a rappelé dans son dernier mail, c'est encore plus important aujourd'hui qu'hier que nous soyons présents pour démontrer que nous ne céderons d'aucune manière à la peur, mais au contraire que nous continuons à vivre et à poursuivre le combat. Les combats, ils sont nombreux. Être ici, dans ce Parlement, c'est évidemment un forum idéal pour entretenir le débat, le dialogue et tenter d'analyser et de relayer les questions et les inquiétudes de la société civile et des citoyens dont nous sommes tous partis. C'est bien dans ce cadre que nous nous retrouvons aujourd'hui et j'en suis, je vous le dis encore une fois, vraiment ravie. Car oui, quoi que certains en disent, bien ces traités et le TTIP nous concernent toutes et tous. N'ayez pas peur, c'est souvent ce qu'on entend et souvent ce que les partisans du libre-échange véhiculent à tout crin lorsqu'on a le malheur de poser des questions, de s'interroger, d'argumenter. N'ayez pas peur, mais malgré cela, depuis plusieurs années, on voit qu'il y a quand même des choses qui, moi, me font peur en tout cas. Alors, il y a beaucoup d'acronymes qui sont derrière tout ça, pas toujours très compréhensibles d'ailleurs, et qui masquent quelque part tous ces accords internationaux, mais tous tournent autour d'une même logique, à savoir la libéralisation des échanges commerciaux mondiaux, et ceux-ci se succèdent les uns après les autres, avec des échelles territoriales et normatives qui divergent, bien évidemment. Mais malgré tout, on voit qu'il y a, j'ai le sentiment, en tout cas, une accélération importante de la conclusion de tels accords. Pour moi, d'une manière générale, les accords commerciaux, bien qu'ils soient belges ou européens, d'ailleurs, ne doivent pas conduire à un nivellement par le bas de nos normes, qu'elles soient sociales, sanitaires ou environnementales. Je parlerai encore des normes fiscales qui sont aussi très à l'ordre du jour pour le moment, ni ici en Belgique évidemment, ni en Europe, mais pas non plus dans les pays avec lesquels nous concluons ces types d'accords. Ces accords ne doivent pas non plus menacer nos emplois et nos entreprises sur l'autel d'une croissance qui, à ce stade, reste toujours, selon moi, prétendue ou hypothétique, ou d'un libre-échangisme de principe. Alors, quand ces accords vont être conclus, il sera en effet trop tard pour pouvoir revenir en arrière et il ne servira sans doute plus à rien à ce moment-là de venir dire « je vous l'avais bien dit ». C'est aujourd'hui que nous devons agir et c'est aujourd'hui que nous devons nous montrer constructifs. C'est pourquoi, dans les différents échanges que nous avons, notamment dans la Commission des Affaires étrangères que mon collègue préside avec brio, je n'ai pas peur de le dire, nos groupes respectifs, que ce soit le PS ou le SPA, tentons de nous opposer à ces différents accords et traités. Alors, ils ont des noms, comme je l'ai dit, divers et variés. Ce sont parfois des accords de libre-échange, des accords commerciaux, des traités fiscaux également. Parfois, ils ont même encore des noms un peu plus tortueux et cachent bien leur jeu. Finalement, il faut aller lire entre les lignes pour trouver précisément l'impact qu'ils pourraient avoir sur certaines de nos normes.
Mais donc nous tentons vraiment de faire un travail précis et un travail visant à pouvoir contrer l'approbation de ces traités au niveau du Parlement fédéral. Je dois vous avouer que ce n'est pas simple. Nous l'avons fait notamment sur l'accord avec le Panama, où nous nous sommes vivement opposés à la ratification de cet accord. Il y a eu encore récemment aussi des débats autour d'un accord entre l'Union européenne, la Colombie et le Pérou, où là aussi les débats ont été quand même vifs en commission. Et malheureusement, la majorité a souhaité malgré tout marquer son approbation à cet accord. Nous demandons de manière quasi systématique, parce que nous jugeons comme parlementaires, eh bien, on n'a pas nécessairement la science infuse, on n'est pas non plus nécessairement des économistes renommés. Et donc, de manière assez systématique, nous demandons à pouvoir, avant de nous prononcer sur de tels accords, avoir, dans certains cas, l'avis notamment de la commission des affaires de la fiscalité, ce qui nous semblerait être utile, ou d'avoir des analyses d'impact pour nous permettre, à un moment donné, de décider, en toute connaissance de cause, de l'impact que des traités tels que ceux-là pourraient avoir ici, mais aussi dans les pays avec lesquels on a conclu ces accords. À ce stade, ce sont des demandes qui n'ont jamais pu être rencontrées. Lors des débats sur l'accord avec la Colombie et le Pérou, on a tenté de nous enfumer quelque peu. Alors, quelque part, je suis contente parce que le ministre Renders s'est engagé à l'avenir à faire de manière annuelle un rapport sur l'ensemble des accords et des traités qui ont été ratifiés par la Belgique. Je veux être positive et constructive et donc je considère que c'est déjà une avancée. Ce sera à nous, évidemment, à être très vigilants sur le contenu de ces rapports annuels et sur le fait qu'ils sont effectivement remis au Parlement et qu'un travail réel est fourni autour de ces rapports. Mais néanmoins, pour moi, c'est largement insuffisant parce que malheureusement, on est toujours dans une logique où on ratifie d'abord sans faire de réelle analyse d'impact et sans vouloir s'interroger sur les conséquences que ces accords peuvent avoir. On signe d'abord et on verra ensuite. Sauf qu'ensuite, évidemment, il sera difficile de pouvoir faire marche arrière. Il y a sans doute des grands spécialistes plus que moi ici de la manière dont l'Europe fonctionne, mais vous savez qu'un accord tel que celui-là entre l'Europe et la Colombie et le Pérou, si nous voulions par la suite modifier une virgule ou un S au bout d'une ligne, je pense qu'il faudrait obtenir l'assentiment de l'ensemble des États membres pour pouvoir le faire. Ce n'est donc pas nécessairement la formule la plus évidente, j'ai envie de dire, pour éviter les risques. Et donc, évidemment, ce n'est pas pour cette raison que mon groupe ou celui de Dirk, hein, mais il aura l'occasion de se prononcer à cet égard, est contre l'Europe ou c'est pas du tout ça la question. Je pense au contraire qu'on a besoin aujourd'hui de beaucoup plus d'Europe et ce qui se passe le démontre. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est d'une Europe qui détruit et d'une Europe qui n'assume pas les conséquences sociales de son jusqu'au-boutisme technocratique. Ou pire, de l'Europe qui se montre sourde quand plusieurs millions de citoyens de tous les États membres rejettent en masse des traités ou des mécanismes, comme c'est le cas par rapport à l'ISDS. Et donc, le droit des États à légiférer n'est pas négociable et ne peut jamais être remis en cause par une multinationale aussi importante soit-elle. Et ça, c'est ce que mon groupe souhaite aussi affirmer de manière très claire. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment la Commission, évidemment, peut faire la sourde oreille
à ces revendications citoyennes, mais aussi aux mandataires communaux et locaux qui, que ce soit en Belgique, mais aussi en France, les uns après les autres, placent leur commune hors TTIP, mais aussi faire la sourde oreille à ce qui se passe dans les parlements nationaux divers. Comment notre ministre des Affaires étrangères peut-il dire qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir ? Comment devons-nous trouver un équilibre entre l'importance de soutenir notre économie et nos exportations et préserver des normes élevées? C'est autant de questions que nous allons débattre aujourd'hui, que vous allez débattre aujourd'hui, car il ne s'agit pas en catimini, via de tels accords, d'autoriser des pratiques en Europe que les Européens s'interdisent eux-mêmes de pratiquer, ou que l'Union, et donc la Belgique, s'embarque dans une aventure perdante en faisant perdre la capacité de nos États à légiférer, à protéger les citoyens et de dire que le système judiciaire européen ne suffirait pas en cas de différend. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je cède à présent la parole à mon collègue, M. Van der Malen, et vous souhaite un travail très fructueux et productif ce matin, enfin non, ce début d'après-midi, ce début d'après-midi. Wij hebben 8 commissievergaderingen, 8 hoorzittingen georganiseerd in de commissie. Wij hebben een ganse reeks van voor- en tegenstanders of van mensen die nog voor, nog tegen waren, de revue laten passeren. Op 9 december gaan we een laatste debat hebben, maar het zal waarschijnlijk vrij kort zijn, met minister Reynders. En dan gaat het verslag van die commissievergadering beschikbaar zijn. En ik zou het, zoals wij geïnteresseerd zijn in de resultaten van jullie werk, zou ik jullie aanbevelen om naar dat document eens te gaan kijken, want u zult daar een overzicht krijgen van de posities van alle fracties die hier in dit parlement vertegenwoordigd zijn. Zult u zelf kunnen zien hoe zij zich positioneren ten overstaande van die aan de gang zijnde onderhandelingen. Aangezien Gwen al veel heeft gezegd, en tussen haakjes, ik ben het met alles wat ze gezegd heeft eens, want ik meen te mogen zeggen dat ons beide partijen, PS, SPA, dat wij op dezelfde lijn zitten. Ik kan kort zijn en heel kort misschien situeren wat de positie van mijn partij is. We zeggen 1, dit is geen verdrag als een ander. Het is zeker geen gewoon handelsverdrag. Handelsverdragen gaan meestal over verlaging van invoertarieven en gaan zo maar verder. Maar hier gaat het over iets veel meer. Het gaat over, ik zou zeggen zoals ze in het Engels zeggen, Deep and Comprehensive Trade and Investment Agreement. Het is inderdaad diep, allesomvattend, ingrijpend zouden we in het Nederlands zeggen, want het gaat een grote impact hebben op de manier waarop onze samenleving is georganiseerd. Als ik moet gaan praten, en dat gebeurt in Vlaanderen misschien iets minder dan in Wallonië, maar het thema leeft toch ook wel een beetje niet in, dan zeg ik altijd, wij zijn tegen, wij zijn het niet eens met de moeder en de vader van dit akkoord. De moeder van TTIP, dat is Hillary Clinton, de huidige democratische presidentskandidaat. En die heeft gezegd, kort samengevat, dit verdrag is voor ons Amerikanen, ik quote haar nu, een economic NATO. Een economische NATO. Op dat punt, ik ben het met haar niet eens, ik ga daar niet lang over uitweiden, maar eigenlijk maakt dit verdrag deel uit van een containment, een isoleringspolitiek van de Verenigde Staten op het vlak van alles wat economie betreft van China. Ik denk niet dat het in het belang is van Europa dat we die weg opvolgen. Het is onvermijdelijk, we gaan op weg naar een multipolaire wereld. En in een multipolaire wereld denk ik dat je elk van die polen moet erkennen en moet proberen mee samen te werken.
niet ze proberen te isoleren. Ik ga het daarbij houden. Wat betreft de standpunten van Hillary Clinton. 2, je hebt Karel de Gucht, die van de kant van Europa de vader is, en die onderkent of erkent wat ik daarnet zei. Dit is geen verdrag zoals een ander. Hij noemt het, of heeft het genoemd, een transatlantische interne markt. En als ik kijk naar zijn bedoelingen, en bedoelingen van de hevigste voorstanders, dan heeft hij gelijk. Zoals gezegd, het is ingrijpend. Het brengt, ik zou zeggen, de maatschappij in al zijn aspecten, economie, sociaal en zo, tussen de Verenigde Staten en Europa, proberen ze dichter bij elkaar te brengen. En ik heb daar ook een probleem mee, om de reden dat een interne markt zoals we die in Europa kennen, die hebben we gemaakt via procedures met veel checks en balances. Het is te zeggen, het Europees Parlement speelt daar een belangrijke rol in. Alles in onze interne markt komt tot stand ofwel via een richtlijn of via een verordening, maar het Europees Parlement kan daar een rol in spelen. Ook de nationale parlementen kunnen nog altijd een rol spelen via de subsidiariteit en zo meer. Dus als we onze Europese interne markt maken, daar hebben we onze checks en balances. Maar met dit TTIP-verdrag en de manier waarop ze dit aanpakken, hebben we dit helemaal niet. Er is veel te weinig democratische controle bij de besluitvorming die in dat kader van die TTIP gaat genomen worden. De voorbeelden zijn legio. Een van de belangrijkste lijkt me die Regularity Board, die in dat verdrag is voorzien, waarbij men eigenlijk een, ja, zou ik zeggen, sommigen noemen dat een droit de regard op zijn Frans, maar volgens mij gaat dit verder. Via dat orgaan gaat men zich kunnen verzetten tegen voorgenomen besluitvorming van Europa of van de Verenigde Staten. Men voorziet ook die besluitvorming, ik had daarmee moeten beginnen, die besluitvorming komt tot stand eigenlijk in essentie op basis waarop internationale economische handels- en investeringsakkoorden tot stand komen. Men geeft een mandaat, de onderhandelaars beginnen en dan wordt dat voorgesteld aan de parlementen en eigenlijk is een keuze tussen ja en ja. Dit is dus helemaal geen democratische procedure die men volgt. Zeker niet als het gaat over zaken die heel ingrijpend gaan. Het gaat niet opzommen, jullie kennen voldoende de problematiek, maar het gaat over leefmilieu, het gaat over gezondheid, het gaat over milieu, het gaat over alles. We kunnen niet aanvaarden als democraten dat over de manier waarop onze samenleving op zo belangrijke punten, dat daarover beslist gaat worden zonder dat democratische checks zijn. Daarboven, via die Regulatory Board, waar het grote bedrijfsleven, multinationale ondernemingen en zo meer sterk in aanwezig gaan zijn, dat we hen een blokkeringsmogelijkheid kunnen geven. Hetzelfde, waarom een apart rechtsorgaan, eerst ISDS, ze hebben het nu lichtjes veranderd, maar ik blijf mij verzetten tegen het feit dat multinationale ondernemingen, die eigenlijk al veel te veel macht hebben en al veel te veel greep hebben op alles wat gebeurt in onze samenleving, dat we die nog meer macht en nog meer greep zouden gaan geven. En dus om deze redenen zijn we tegen die interne markt. En tenslotte een laatste punt waarvan ik, en dat geef ik jullie mee, uit mijn contacten die ik heb vooral in Vlaanderen moet ik zeggen, ik word niet uitgenodigd in Franstalig België om hierover te gaan praten. Een punt waarop ik voel dat de voorstanders ze in de moeilijkheden kunnen brengen, dat is over wat gaan de gevolgen zijn. Ik spreek nu niet even over het sociaal, over milieu en zo mee, maar wat gaan de gevolgen zijn op het vlak van jobs? Het is iets waar ik vaststel dat Vlaanderen is een land van KMO's, Wallonië eigenlijk ook, wij verschillen zoveel niet daarin. Maar de positie van de KMO's in dit geheel, die gaan kort samengevat, in tegenstelling tot wat de voorstanders beweren, niet de vruchten plukken van het
tussen aanhalingstekens, opengaan van de Amerikaanse markt. Daar zijn ze te klein voor. Maar ze gaan op hun eigen terrein hier, en als het over Belgische KMO's gaat, 70% van al wat wij uitvoeren is in een straal van 300 kilometer rond Brussel. Ze gaan op hun eigen markt een verscherpte concurrentie ondervinden van Amerikaanse en andere multinationals. Dit is wel iets dat leeft en we stellen vast dat de commissie haar huiswerk op dat vlak zeker niet gemaakt heeft. De voorstanders voel ik aan als ik naar de lichaamstaal in de zaal kijk, als we aan het debatteren zijn. Ik kan hen in moeilijkheden brengen als ik hen zeg van, maar bewijs nu eens wat dit gaat bijbrengen voor de Belgische economie. Bewijs me nu eens wat een impact gaat zijn op de jobs. En dan moeten ze altijd rond de pot draaien. Er zijn trouwens studies van de Tufts Universiteit die duidelijk maken dat uit mijn hoofd denk ik dat ze voorspellen dat in bepaalde scenario's, in dit soort van studies moet je scenario's nemen en in het worst case scenario zou dit leiden tot een verlies van 65.000 jobs in België. Tot hier zou ik het willen houden, kort ons standpunt samengevat. Ook jullie uitnodigen om het commissierapport dat binnenkort, dus ik denk dat tegen Kerstmis het beschikbaar zal zijn op de site van de Kamer. U kunt het daar raadplegen, u kunt daar zien welke posities de ministers hebben ingenomen en de verschillende partijen. Maar ik kijk ook met veel belangstelling uit naar de conclusies die jullie uit deze studiedag gaan halen. Ik wens jullie een vruchtbare middag, dus tot 14 uur. Ik wens jullie een vruchtbare middag en zeg dat zowel Gwen als ikzelf en ook andere collega's die hier vandaag niet konden zijn, dat wij openstaan voor verdere dialoog op basis van jullie conclusies en aanbevelingen die jullie van ons mogen hebben. Dank u wel.